chers autodidactes, dont la soif d'apprendre ne connaît ni cadre ni limite, il nous manque de plus en plus de gens comme vous. Dans ce monde où tout semble devoir être validé par un diplôme, une institution ou une certification, vous apprenez autrement, avec passion, avec persévérance, et souvent dans l'ombre. Vous ne craignez pas d'explorer ce que vous ne maîtrisez pas encore. La connaissance sous toutes ses formes vous attire, et vous n'attendez pas qu'on vous l'apporte, vous allez la chercher. Dans nos sociétés, il faut bien reconnaître que le savoir est trop souvent confisqué par des structures, encadré par des normes ou réservé à ceux qui cochent les bonnes cases. Mais vous démontrez, jour après jour, qu'il est possible de devenir compétent librement en dehors des sentiers battus. Et cela, que ce soit dans les domaines techniques, artistiques, intellectuels ou pratiques. Là où d'autres attendent une validation extérieure, vous validez votre propre chemin par les résultats que vous obtenez. Et parfois, sans mentor, sans diplôme, vous surpassez ceux qui ont eu toutes les cartes en main. C'est cela, la force des autodidactes. Certains vous prennent de haut, d'autres vous trouvent non qualifiés sur le papier. Mais eux ne voient pas la rigueur, les nuits passées à comprendre, les erreurs répétées, puis corrigées. Ce que vous avez appris par vous-même vaut souvent bien plus que ce que d'autres ont simplement reçu. Il faut savoir que l'autodidaxie n'est pas une question de facilité, c'est une question de volonté, de solitude acceptée, de persistance malgré le doute. Et ça, très peu de gens le comprennent. La clé de votre succès, c'est de ne jamais cesser de vous former, de rester curieux, d'expérimenter. Comme l'a dit Isaac Asimov, l'auto-éducation est, je le crois, le seul genre d'éducation qui existe vraiment. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Cher entrepreneur, un proverbe dit « Celui qui déplace la montagne commence par déplacer de petites pierres ». Et vous le savez mieux que personne. Vous qui osez transformer une idée en réalité, qui affrontez chaque jour l'incertitude avec détermination et passion, vous forcez le respect. Être entrepreneur n'est pas une simple occupation, c'est un mode de vie, un combat, une foi en l'avenir qui vous pousse à vous lever quand d'autres abandonneraient. Peu importe les regards sceptiques, vous avancez car vous avez une vision. Mais d'où vous vient cette volonté inébranlable? Est-ce un rêve que vous portez depuis l'enfance ou une révolte silencieuse contre un système qui ne vous offrait pas votre place? Peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, vous avez compris que rien ne se bâtit sans engagement, sans sueur, sans prise de risque. Et même si le chemin de l'entrepreneuriat est semé d'embûches, solitude, échecs, doutes, votre courage ne passe pas inaperçu. Grâce à vous, des familles vivent, des idées deviennent tangibles, des communautés évoluent. Vous êtes bien plus que des porteurs de projets, vous êtes des bâtisseurs d'espérance. Continuez à faire rayonner vos convictions, continuez à inspirer ceux qui n'osent pas encore. Votre parcours n'est pas seulement le vôtre, il ouvre des voies, crée des ponts, suscite des vocations. Et si un jour le doute vous étreint, rappelez-vous que la réussite ne se mesure pas à la vitesse, mais à la persévérance. En espérant que l'avenir vous réserve encore de belles victoires, pour vous et pour le monde. Bien à vous. Vous, charlatan, dans ce monde où l'apparence prime sur la vérité, je tiens à vous dire que votre présence est remarquablement nuisible, car de nos jours, la tromperie est devenue une norme presque célébrée. Vous êtes les maîtres de l'artifice. Loyaux uniquement envers vos intérêts, vous jonglez avec les masques et les mots. Et n'hésitez pas à manipuler pour obtenir ce que vous désirez, quitte à écraser ceux qui ne jouent pas à votre jeu. Comme le disait si bien Machiavel, les hommes doivent être caressés ou anéantis. Voilà une maxime que vous appliquez à merveille. Vous en faites votre boussole morale. Même si dans les sociétés dites démocratiques, votre vernis peut facilement séduire les foules, vous vous épanouissez encore plus dans les régimes autoritaires où l'opacité vous protège et où les voix honnêtes sont étouffées. Dès qu'une vérité menace de percer vos filets, vous vous empressez de la noyer dans un océan de confusion, de peur ou de divertissement creux. Quel spectacle pitoyable! Mais prenez garde. Derrière vos masques lisses et vos discours huilés, la méfiance gronde. Vous pensez que le mensonge est une arme durable, que le vrai est trop lent, trop lourd pour vous rattraper. Mais un jour, tout ce que vous avez bâti sur du faux s'effondrera. Car même le plus habile des prestidigitateurs
finit par manquer une illusion, en espérant que vous soyez un jour démasqué et que votre chute inspire ceux qui n'ont pas encore vendu leur conscience. À bon entendeur. Vous, dépensier, dont l'amour pour la dépense en devient presque compulsif, au point que vous vivez dans l'excès, souvent au-delà de vos moyens, vous nous inquiétez plus qu'autre chose. Certes, pour tous les êtres humains, l'argent est symboliquement associé à la liberté et au plaisir. Mais cela n'excuse guère le fait d'en être esclave par la dépense. À chaque plaisir, sa mesure. Et vous, dépensier, développez une relation à l'argent qui, avec le temps, devient une fuite, comme une addiction qu'on ne contrôle plus vraiment. En effet, dépenser devient parfois ce réflexe immédiat pour combler un vide plus profond. Même s'il est difficile pour beaucoup d'entre vous de l'admettre, prenez conscience de votre comportement et reconnaissez que vous n'avez peut-être plus le contrôle sur votre manière de consommer. Un proverbe populaire dit « Celui qui achète sans compter finit par compter sans rien acheter ». À partir de ce stade, acceptez de vous faire aider et surtout, aidez-vous vous-même. Par exemple, en vous imposant de différer certains achats, en repensant votre rapport au manque et en réapprenant à savourer ce que vous avez déjà. La valeur des choses ne se mesure pas à leur nouveauté, ni à leur prix. L'argent évoque quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. C'est un fait. Autant il peut être synonyme de plaisir ou de reconnaissance sociale, autant il peut être lié au manque affectif, au besoin de briller, ou à certaines blessures invisibles qu'on tente d'oublier par l'achat. Donc, dépensier, efforcez-vous de retrouver une forme de conscience dans votre rapport à l'argent. Apprenez à faire des économies sereinement, à différencier envie et besoin, et surtout, à ne plus confondre plaisir et distraction. Enfin, et surtout, rappelez-vous que vous n'avez pas à tout acheter pour être heureux. L'essentiel n'est pas toujours en vitrine. Accordez-vous la chance de posséder moins, mais de vivre mieux. À bon entendeur. Chers sportifs qui pratiquez régulièrement une activité physique du niveau amateur pour se divertir et conserver une bonne condition physique, au haut niveau, plus fréquent et plus intensif, votre esprit de compétition est très appréciable. Parce que le sport est essentiel à l'homme, procurant pléthore de bienfaits physiologiques et psychologiques, toutes choses égales par ailleurs, il présente des risques. Des risques tels que des blessures plus ou moins graves, des accidents cardiovasculaires ou encore des risques corporels élevés pour certaines disciplines. D'où la nécessité de pratiquer le sport dans les règles de l'art qui lui sont applicables. De plus, vous sportifs devez avoir des qualités propres à la pratique de votre discipline. Le respect, le sérieux, l'hygiène et bien sûr le plaisir en font partie. D'ailleurs, s'il y a bien une personne qui est vivante, c'est le sportif. Car en plus d'échanger le plus d'énergie et d'informations que n'importe qui d'autre, il fait ce qui caractérise le plus l'ordre animal dont nous faisons partie. Il agit. Par l'action, il apprend et se transforme. Gare à ceux qui oublient l'amour du sport au profit de toujours plus d'argent, fait beaucoup médiatiser, notamment dans les sports populaires qui diffèrent d'un pays à l'autre. À cela, j'ai le regret de vous annoncer que vous n'êtes plus des sportifs, du moins en esprit. Enfin, amateur ou professionnel, souvenez-vous toujours qu'un sportif est quelqu'un qui pratique régulièrement un sport, qui garde un certain état d'esprit même en dehors de la pratique. Bien à vous. Toi, Génération Z. Tu es né entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Tu es arrivé dans un monde déjà connecté. Un monde où les écrans font partie du décor, où les réseaux sociaux sont comme des extensions de toi-même. Tu scrolles, tu likes, tu partages, tu commentes. Tu vis à travers des stories, tu rencontres sur des applis, tu parles en emoji et souvent, tu te définis par le nombre de vues ou de likes que tu reçois. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point tout cela a transformé ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière d'aimer? On te propose aujourd'hui de suivre ton sommeil avec une montre, de réguler ton anxiété avec une application, d'analyser tes émotions avec un algorithme. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose de précieux? Ce quelque chose d'humain, d'intangible, de vrai? Est-ce qu'on ne devient pas peu à peu des produits, des profils à vendre, à cibler, à manipuler, des identités réduites à des données? Toi, Génération Z, on ne te demande pas de rejeter la technologie, mais de revenir à l'essentiel, de réconcilier le digital et l'humain, d'être connecté, oui, mais à toi-même aussi. Tu as un pouvoir, celui de ralentir, de remettre du sens, de ramener cette chaleur, ce regard, cette présence qui ne s'achète pas. On ne veut pas retourner dans le passé, on veut juste exister pleinement, ici et maintenant, en tant qu'humain, à bon entendeur.
Cher optimiste, qui avez foi en la vie et aux merveilleuses surprises qu'elle réserve, votre état d'esprit enchante. En effet, étant donné que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que chacun doit faire face aux obstacles qu'il rencontre, vous avez le plaisir de les affronter avec bienveillance, confiance et sûreté. Chose que pas mal de personnes ont du mal à faire, tant ils préfèrent sombrer dans une certaine morosité et un certain cynisme. Avec vous, quoi qu'il arrive, tout finit par s'arranger à partir du moment où vous y mettez du vôtre, et ce même dans l'adversité. Comme l'a si bien dit Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Mais gare à l'optimisme mal placé, ce qu'on appelle optimisme de l'illusion, qui, selon le psychologue et psychanalyste Alain Braconnier, consiste en un mélange habile et parfois peu honnête, de pensées magiques, de déni et de sous-méthodes, couées. En outre, il suffirait de croire pour voir, de dire pour être et de répéter pour gagner. Vous l'aurez donc compris, dans l'idéal, il serait appréciable que vous soyez des optimistes réalistes, ces personnes qui ont foi en leurs actes, planifient et prennent en compte le critère d'efficacité, contrairement à l'optimisme de l'illusion. Enfin, il est aussi nécessaire que vous laissez quelquefois place au pessimisme dans votre existence. Bien utilisé, il pourrait servir avantageusement vos projets et vos ambitions. Réfléchissez-y bien à vous. Vous, procrastinateur, qui remettez sans cesse à plus tard ce qu'il serait pourtant nécessaire d'accomplir, pour vous comme pour les autres, au nom d'un confort immédiat. Il est temps d'agir. Il n'y a pas de place pour l'évitement permanent dans ce monde. Chaque être humain porte une part de responsabilité sur son propre devenir. En repoussant indéfiniment vos actions, vous ne faites que retarder le mouvement naturel de votre évolution. Comment pouvez-vous accepter de stagner ainsi, sans réagir? Savez-vous qu'il est possible d'en sortir, à condition, bien sûr, d'accepter l'inconfort du premier pas? Et surtout, avez-vous la force de vous confronter à vous-même, sans masque ni distraction? Si la réponse est oui, alors commencez par cerner le vrai blocage. Qu'est-ce qui vous freine au juste? La peur de mal faire, le perfectionnisme, le manque de motivation? Prenez du recul, observez et tentez d'identifier ce qui se joue vraiment en vous. Une fois le cœur du problème mis à nu, ne cherchez pas à tout corriger d'un coup. Commencez par des actions simples, claires, accessibles. Fixez-vous des objectifs concrets, motivants, que vous pourrez atteindre un par un. Et surtout, avancez. Souvenez-vous de cette vérité essentielle. Vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui, mais vous devez faire quelque chose. Et quand le fruit de vos efforts commencera à mûrir, vous comprendrez que le temps que vous aviez peur d'affronter était en réalité votre meilleur allié. À l'inverse, même si vous êtes souvent jugé ou pointé du doigt, rappelez-vous que remettre à plus tard n'est pas toujours une faute. Prendre du recul, faire une pause ou différer peut aussi être salutaire, à condition que cela serve une reprise plus lucide. Comme pour tout, c'est l'excès qui devient nuisible, en espérant que votre engagement retrouve bientôt son élan. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Cher vieux, vous qui êtes dans cette phase de transition, non plus entre l'enfance et l'âge adulte, mais entre l'activité et le retrait, vous avez cette richesse que le temps seul peut offrir, l'expérience. Alors honorez-la, au risque de regretter de ne pas l'avoir pleinement transmise. La vieillesse, c'est souvent l'apaisement, le moment où les responsabilités ont été remplies, où l'on commence à s'autoriser à ralentir, à regarder derrière soi avec fierté, avec nostalgie parfois. C'est aussi une période où l'on peut avoir le sentiment que le monde nous échappe, d'où l'envie de se retirer ou de se réinventer. Mais c'est surtout un âge de bilan, de transmission, de mémoire vivante. D'où l'expression « Une vieille personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Cela signifie que vous détenez une connaissance précieuse et que c'est maintenant qu'il faut la transmettre. Car c'est dans vos récits, vos gestes, vos regards, que d'autres peuvent apprendre à vivre. Au-delà de ça, vous êtes une génération essentielle dans toute société. C'est vous qui avez bâti les fondations sur lesquelles reposent les générations d'aujourd'hui. Avec les mutations technologiques et sociales, on entend parfois dire que vous êtes dépassé. Et pourtant,
C'est vous qui avez connu les grandes transformations du siècle. C'est vous qui avez traversé les crises, les guerres, les révoltes. C'est vous qui avez vu les mentalités changer. Parfois trop vite, parfois pas assez. Et c'est encore vous qui avez aujourd'hui le recul pour comprendre ce que d'autres ne font qu'effleurer. Ce simple fait mérite qu'on vous écoute davantage, qu'on vous respecte davantage. Et pourtant, même dans les pays les plus avancés, l'isolement des personnes âgées atteint des niveaux alarmants. C'est injuste. Il devrait y avoir plus de liens, plus d'espace pour que vous puissiez continuer à exister pleinement, à contribuer. En tout cas, ne vous effacez pas. Et sachez que la vie est une épreuve, mais elle devient victoire quand on la traverse debout. Bien à vous. Vous, journaliste, dont la profession est d'informer à travers un média et de collecter, vérifier, sélectionner, synthétiser et commenter des faits pour les présenter au public, efforcez-vous d'être plus objectif lorsque vous les rapportez. Dans sa profession de foi, le journalisme est une recherche de vérité fondée sur les faits, sans a priori et sans parti pris. Nous en avons marre que vous nous preniez pour des imbéciles quand vous n'avez pas de réelles informations intéressantes à nous diffuser, rabâchant sans cesse les mêmes histoires, qui plus est pour la plupart n'ont pas de fond. Nous en avons marre que vous masquez, manipulez ou extrapolez l'information sous prétexte que vous avez reçu des directives de la part de votre hiérarchie. Votre profession est à la base consacrée à colporter un fait, en se rapprochant le plus près de la réalité. Or, vous, pour une question d'audience, êtes prêt à bafouer ce principe fondamental. Honte à vous. Bien entendu, tous n'êtes pas comme ça, mais il faut reconnaître, malheureusement, qu'une grande majorité d'entre vous l'êtes. Rappelez-vous de ce que disait Charles Prestwich Scott. Les opinions sont libres, les faits sont sacrés. Ne l'oubliez donc pas. Aujourd'hui, surtout dans les pays avancés, on retrouve des tonnes d'histoires, montées de toutes pièces à des fins politiques, économiques ou géostratégiques. Et vous, journaliste que vous êtes souvent de mèche avec cela. N'avez-vous donc pas de scrupules? Comment arrivez-vous après à vous regarder devant une glace? À bon entendeur. Vous, sapologue, qui pratiquez sans vergogne le culte de la sape et désirez attirer à tout prix le regard des autres, jusqu'où êtes-vous prêt à aller concrètement? Certes, tout le monde a des passions. Il y en a qui aiment le sport, d'autres les voitures, les voyages ou encore faire du shopping. Mais vous, à votre niveau, faire du shopping n'est pas le terme approprié. C'est beaucoup plus que ça. Encore si vous vivez selon vos moyens, cela passerait. Le souci vient du fait que pléthore d'entre vous qui vivez pour la sape vivent au-dessus de leurs moyens. Là est toute la problématique. Comment excusez-vous le fait de mettre tout un salaire dans des vêtements sans même penser à remplir le frigo? Comment pouvez-vous vous permettre, en ayant un travail précaire, dépenser une très grande partie de votre rémunération dans la sape, quitte à parfois vous endetter? On le sait, nombreux d'entre vous multiplient les crédits afin de soutenir un train de vie. Oui, on l'entend. Vous dites que le milieu de la sape est un milieu féroce, qui ne laisse pas place aux gens passés de mode, et que pour conserver sa place, il faut sans cesse innover et être original. Mais à quel point? Bien souvent au point de vous ridiculiser. En dehors de tous ces aspects, le plus déplorable dans tout cela est votre faiblesse d'esprit. Vous dépensez des sommes faramineuses dans des artifices, alors que celles-ci pourraient servir dans des causes humanitaires. Sans même chercher à aller jusque-là, ces sommes pourraient permettre d'assurer votre bien-être et celui de votre entourage. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers économes, dont la retenue et la prudence inspirent le respect, au point que vous savez vivre avec justesse, souvent bien en dessous de vos moyens, vous nous impressionnez plus que vous ne le croyez. Certes, pour tous les êtres humains, l'argent est symboliquement associé à la liberté et au plaisir. Mais vous avez compris qu'il est aussi synonyme de responsabilité et de conscience. À chaque désir, sa réflexion. Et vous, économe, développez une relation à l'argent qui, avec le temps, devient une force tranquille, une forme d'équilibre intérieur que beaucoup envient en silence. En effet, vous ne dépensez jamais pour combler un vide, mais pour répondre à un besoin réel. Même si certains vous trouvent trop sage, vous incarnez une forme rare de lucidité, celle qui choisit la durabilité plutôt que la démesure. Un proverbe chinois dit « Celui qui sait se contenter est toujours riche ». Et vous l'avez compris.
Vous cultivez l'art de remettre les choses à leur juste place, vous résistez à l'appel du superflu. Et vous avez appris à vous satisfaire pleinement de ce que vous possédez déjà. Car la valeur des choses ne se mesure pas à leur éclat, mais à leur utilité, à leur sincérité. L'argent évoque quelque chose de différent pour chacun d'entre nous, c'est un fait. Autant il peut être moteur d'excès et de fuite, autant, entre vos mains, il devient outil de paix, de prévoyance, et même parfois de générosité discrète. Donc, chers économes, ne laissez personne vous faire croire que votre sobriété est une faiblesse. C'est une forme de sagesse, et peut-être même un acte de rébellion douce face à un monde qui court après tout. Continuez d'avancer ainsi, en choisissant avec soin, en préférant la qualité au paraître et en rappelant autour de vous que l'essentiel ne coûte souvent rien. Enfin, et surtout, rappelez-vous que vous ne vous privez pas, vous vous protégez, et en cela, vous êtes un exemple. Bien à vous. Chers étudiants, qui vous appliquez à apprendre un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, tel qu'une université ou une école de commerce, persévérez dans vos études, si tel est votre réel choix. On le sait, la vie d'étudiant n'a rien d'évident, bien au contraire. Si cela peut vous rassurer, sachez que la plupart des gens sont passés par là. Difficulté à financer ses études, à y être studieux, à payer son loyer, à alterner job et études, à faire face à une situation précaire, ou même à se nourrir sainement, ne sont que les quelques mésaventures rencontrées dans cette étape fondamentale de la réussite professionnelle. Nombre d'entre vous poursuivront leurs études jusqu'au bout, d'autres s'arrêteront en plein milieu, et peu importe l'issue de votre parcours, sachez qu'être passé par là n'en sera que bénéfique pour vous. Croyez-le ou non, cela est vrai. De plus, vous nourrez de nouveaux liens, aurez de nouveaux contacts, et vous pourriez même rencontrer votre âme sœur, sans oublier les nombreuses expériences que vous vivrez, en bien ou en mal. Enfin, chers étudiants, en faisant des études, vous avez un objectif à atteindre. Nul ne vous a dit que vous y arriverez aisément. Avec des hauts et des bas, il va falloir vous battre sans lâcher prise, car comme l'a dit Charles Dubois, la persévérance fait surmonter bien des obstacles. Ne désespérez pas, en espérant que vous atteindrez vos objectifs. Bien à vous. Vous, tricheurs, qui enfreignez les règles et agissez de manière déloyale pour gagner, réussir ou profiter davantage, sachez que, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous n'irez pas loin dans votre avancée. Deux cas de figure s'offrent à vous. Soit vous trichez et vous ne vous faites pas prendre, soit vous le faites et vous vous faites prendre. Partons dans l'optique où vous ne vous faites pas prendre et tirez ainsi avantage de votre tricherie. Vous voilà désormais débarrassé d'une pression. Seulement, que vous vous rendez compte ou non, vous avez déjà pris une mauvaise habitude. Qui plus est, vous jouera des tours tôt ou tard. En effet, à défaut de fournir les efforts nécessaires pour réussir comme il se doit, par exemple à un examen, ou encore en ne voulant pas respecter les règles d'une société, par appât du gain ou pour des raisons qui vous sont propres, vous éprouverez forcément des lacunes ultérieurement, dues à un manque de connaissance ou de maîtrise. Ainsi, vous goûterez au retour de flamme. Dans la perspective où vous vous ferez prendre, il ne vous restera plus qu'à assumer la responsabilité de votre acte. Malheureusement, nombreux d'entre vous en seront incapables et devront faire face à la honte, la gêne, les messes basses et les regards fugaces qui vont avec. En somme, ça ne sert à rien de vouloir tromper. Comme le révèle Yoko Ogawa dans son livre « Le petit joueur d'échecs », devant l'échiquier, personne ne peut tricher avec soi-même. Sachez tout bonnement que rien ne sert de courir. Il faut partir à point, à bon entendeur. Vous, hyperactif, qui ne supportez ni l'attente, ni le vide, ni l'inaction, et ressentez le besoin constant de produire, de remplir, de courir, faites une pause. Tout être humain a besoin de respirer, de ralentir et d'apprendre à faire silence. En refusant de vous arrêter, vous ne faites que retarder un épuisement inévitable. Comment pouvez-vous vous satisfaire de ce rythme effréné sans vous interroger ? Savez-vous qu'il est possible de ralentir à condition d'accepter de ne pas tout contrôler ? Et surtout, avez-vous le courage, cette fois, de vous affronter vous-même, dans le calme ? Si la réponse à cette dernière question est oui, alors commencez par cerner la source de cette fuite vers l'action. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours vouloir remplir, planifier, anticiper ? Est-ce la peur du vide, de l'ennui, d'un manque que vous préférez ne pas voir ? Prenez du recul, observez
et essayez de comprendre ce qui vous agite en profondeur. Une fois ce nœud identifié, ne cherchez pas à tout interrompre brutalement, mais créez chaque jour des espaces de vide volontaires, des temps sans but immédiat, où vous puissiez revenir à l'essentiel. Donnez-vous des objectifs plus sobres, plus alignés avec votre bien-être intérieur. Apprenez à être sans toujours devoir faire. Souvenez-vous de cette vérité silencieuse. Tout ce qui ne respire pas finit par étouffer. Et lorsque vous aurez appris à écouter sans agir, à exister sans vous agiter, vous découvrirez que le repos n'est pas une perte de temps, mais un retour à soi. À l'inverse, même si vous êtes souvent admiré ou valorisé, rappelez-vous que l'agitation constante a ses revers, le surmenage, le stress, l'oubli de soi. Comme pour tout, c'est l'excès qui devient nuisible, en espérant que votre ralentissement soit une révélation, à bon entendeur. Chers divorcés, je vous adresse mes pensées les plus sincères pour cette séparation légitime et vous souhaite de trouver, chacun de votre côté, la paix et la clarté qui accompagnent parfois les fins nécessaires. Que cela prenne une forme civile ou religieuse, le divorce n'est pas un échec mais une décision lucide qui reconnaît qu'aimer, parfois, c'est aussi savoir se libérer. Pour le meilleur et pour le pire, vous avez tenté et désormais, vous vous séparez. Parce que vous vous êtes aimé et que vous avez longtemps envisagé de passer le reste de vos vies ensemble, vous aviez décidé de vous unir. Sachez, chers divorcés, que ce que vous avez partagé ne disparaît pas dans l'oubli. Ce chemin fut long, parsemé d'espoir et d'obstacles. Il ne s'agit pas de regrets, mais de leçons. Il ne s'agit pas d'effacer, mais d'avancer. Dans cette nouvelle direction, il y aura encore des doutes à surmonter, des jours gris à traverser. Pour rien au monde, vous ne devez perdre de vue votre propre bonheur. La priorité est, désormais, de prendre soin de vous, en vérité, en douceur. Les épreuves de la vie vous ont sans doute éprouvé, affaibli, éloigné. Peut-être la tentation d'abandonner vous a-t-elle pris à plusieurs reprises. Et pourtant, vous vous êtes relevé, vous avez fait un choix, celui d'arrêter. Il faut du courage pour continuer, mais il en faut tout autant pour s'arrêter quand le chemin n'est plus partagé. Quand une personne vous accorde une place dans sa vie, il est important de l'apprécier à sa juste valeur. Et lorsqu'elle vous en sort, il est tout aussi important d'en préserver la dignité. Vous avez su le faire. Continuez ainsi. Vous savez, dans la vie amoureuse, il y a ceux et celles qui se satisfont d'une seule personne. Puis, il y a les autres. Vous avez été de ceux-là, ne serait-ce qu'un moment. C'est déjà beaucoup. Les gens changent avec le temps, tant au niveau mental que physique. L'essentiel reste de toujours se retrouver désirable à ses propres yeux. Et surtout, n'hésitez pas à remettre en question vos histoires passées, non pour les regretter, mais pour mieux faire prospérer votre avenir. Sachez une dernière chose, l'amour ne disparaît pas tant qu'on ne l'a pas vraiment laissé mourir. Il se transforme, il s'apprend à nouveau, il renaît parfois là où on ne l'attendait plus, en espérant que le vôtre en vous demeure encore, bien à vous. Chers enseignants, dont la vocation est de transmettre des connaissances diverses et variées auprès d'une personne ou d'un groupe d'individus, sachez que ce que vous faites est noble. Le savoir est une arme que chaque individu est en droit de recevoir, et ce, en suivant une formation initiale ou continue de type apprentissage ou professionnalisant. Ainsi, vous enseignants, accompagnez vos élèves et étudiants, c'est-à-dire que vous les prenez avec vous d'une manière volontaire et leur enseignez les fondamentaux afin que le fruit de votre travail puisse être récolté un jour. Sauf que le hic, pour beaucoup d'entre vous, est votre difficulté à évaluer certains de vos élèves ou étudiants. Vous savez évaluer, le fait de les éclairer, de les alerter, de les encourager, de les motiver, et non de sanctionner les erreurs de façon maladroite. C'est-à-dire de se laisser aller à bousculer, à crisper des élèves ou étudiants, à marquer de la nervosité, à déprimer certains au profit de quelques-uns, à initier en quelque sorte le favoritisme. Là est toute la complexité dans le processus de réussite. Néanmoins, votre présence est indispensable afin que ce monde puisse continuer à tourner, car, sans connaissance, il ne peut y avoir de progrès, et sans progrès, il ne peut y avoir d'évolution positive. Et c'est avec grand plaisir que vous remerciez ceux qui s'en sont bien sortis dans ce cursus d'enseignement et qui, grâce à vous, ont pu avoir la possibilité d'exercer dans un domaine d'activité qui leur a toujours plu. Ne baissez pas les bras, peu importe les difficultés rencontrées. Bien à vous. Vous, carriériste, qui cherchez à satisfaire avant tout vos ambitions personnelles à l'intérieur d'une organisation et faites tout pour obtenir des promotions et gravir les échelons professionnels sans s'intéresser à autre chose, ralentissez et prenez du recul.
Trop se soucier de sa carrière est nuisible, et la première à en pâtir est cette dernière. Tout individu a besoin d'accomplissement dans sa vie, tant au niveau professionnel que personnel. Entre le travail et le loisir, vous avez fait votre choix, mais sachez que le travail ne fait pas tout. À force de passer tout votre temps à penser carrière, vous ne prenez plus le temps de vivre le moment présent et surtout de profiter pleinement des bonnes choses qui vous entourent, choses parfois banales mais essentielles. De plus, trop penser carrière, et ce en toutes circonstances, peut vous rendre superficiel. Les gens qui vous côtoient auront tendance à penser que vous visez essentiellement à faire prendre de l'expansion à votre petite personne, votre nom, votre image et à tout ce qui vous concerne en général. Tout cela sans scrupule. Marcher sur les autres dans le but d'avancer ne vous gêne pas. Être adepte du double discours et être un fin manipulateur non plus. Mais quand il s'agit d'assumer vos responsabilités, quand il s'agit de rendre des comptes sur des faits graves, vous voilà subjugué. Vous vous croyez dans votre bon droit. Après tout, on ne peut pas vraiment vous le reprocher, puisque vous répondez aux critères que la société impose. En somme, vous ne faites que suivre l'air du temps, mais en agissant ainsi, n'êtes-vous pas l'esclave de vous-même? Quoi qu'il en soit, sachez que l'argent est un bon esclave et un mauvais maître. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers sans domicile fixe, vous qui ne jouissez pas d'un abri permanent pour vivre et qui plus est, êtes pauvre ou exclu de la société, vivez dans la rue ou dans des foyers d'accueil de façon temporaire ou prolongée, puisse votre situation s'améliorer. Qu'on vous appelle sans-abri, sans domicile fixe, sans logis ou itinérant, voire péjorativement clochard, mendiant ou vagabond. Beaucoup de vos détracteurs disent que vous avez choisi, volontairement ou non, de vous retrouver dans cette situation. Je doute fort que cela soit vrai. Si vous aviez la possibilité d'améliorer votre situation comme vous l'entendez, vous le ferez sans hésiter. C'est juste une excuse de la part des politiques et de leurs structures pour se déresponsabiliser des responsabilités directes qu'ils ont vis-à-vis de certains problèmes sociaux auxquels ils sont confrontés. Ce qui nous inquiète le plus, chers SDF, ce sont les inégalités auxquelles vous devez faire face. Des inégalités liées à la santé, puisque étant déjà dans un état de survie, vous ne pouvez pas vous permettre de tomber malade. Mais aussi liées à l'hygiène, à l'alimentation, ou encore à l'emploi qui, accumulés, provoquent une exclusion sociale qui comprend entre autres la discrimination, le rejet par la famille ou la communauté culturelle. Tous ces facteurs font que vous avez une espérance de vie bien inférieure à la moyenne nationale. Quoi qu'il en soit, gardez la tête haute et prenez votre mal en patience, car j'ai tendance à croire qu'il y a une justice à tout, ici-bas, tôt ou tard. De plus, même si ce n'est pas tout à fait ce que vous attendez, acceptez l'aide que de nombreuses organisations vous proposent. Après tout, n'oubliez pas qu'elles le font pour votre bien. Elles vous tendent la main afin que vous rebondissiez, en espérant que vos conditions de vie s'améliorent. Bien à vous. Vous, psychopathe, qui exercez votre emprise sans émotion, avec une froideur chirurgicale et un détachement terrifiant, ce que vous faites est inacceptable. Votre absence d'empathie, votre capacité à feindre les émotions et votre aptitude à manipuler sans scrupule font de vous des prédateurs sociaux. Dans les sphères professionnelles, politiques, familiales ou intimes, vous infiltrez la confiance avec méthode, jusqu'à inverser les rôles. La victime devient coupable et le bourreau reste invisible. Votre stratégie est simple, désarmer psychologiquement, affaiblir lentement, jusqu'à ne laisser chez l'autre que confusion, doute et dépendance. Il est vrai que chacun de nous, un jour, peut avoir eu un comportement manipulateur ou tenter de se protéger maladroitement. Mais ici, il ne s'agit pas d'un réflexe passager, il s'agit de cruauté organisée, de domination sans affect, de destruction émotionnelle, méthodique. Vous, psychopathe, êtes passé maître dans l'art de déshumaniser, de séduire pour mieux isoler, de contrôler, sans jamais vous salir. Mensonge, gaslighting, double jeu, absence totale de remords, ce sont vos armes silencieuses. Mais tout masque finit par glisser.
car il existe des moyens de déjouer votre emprise, l'analyse lucide, la reconstruction de l'estime de soi, la mise à distance, même si cela passe par le silence, la fuite ou le combat. Et face à une conscience éveillée, votre contrôle se fissure. Vous, psychopathes, n'êtes pas seulement des personnages de films, vous êtes parfois dans les institutions, dans les relations de couple, dans les cercles de pouvoir ou dans les coulisses d'une entreprise. Comme le rappelait Robert Hart, spécialiste du sujet, le problème n'est pas que les psychopathes dirigent des entreprises, le problème c'est qu'ils réussissent à le faire sans être démasqués, à bon entendeur. Vous, racistes, votre idéologie, fondée sur la croyance qu'il y a une hiérarchie entre les groupes humains et que par conséquent, certaines races ou ethnies sont, sans aucun doute, supérieures à d'autres et déprimantes. Êtes-vous au courant que nous sommes au XXIe siècle, l'ère du numérique, de la mondialisation et du libre-échange des marchandises? Et qui dit libre-échange des marchandises, dit circulation des hommes. Où que vous vous trouvez et partout où vous irez, vous rencontrerez toujours des gens différents de vous, ayant une autre appartenance culturelle et ethnique. Donc il va falloir que cela entre dans vos têtes, de gré ou de force. En adoptant ce genre de croyance, vous êtes marqué par une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Conséquence, les personnes victimes de racisme sont stigmatisées et discriminées, sans compter les préjudices moraux auxquels elles font face. Vos croyances ont trop longtemps pollué ce monde depuis le commencement de l'histoire jusqu'à nos jours. Il serait temps que ce fléau s'estompe. Trop de conflits, d'injustices, de guerres et de crimes contre l'humanité ont été perpétrés par votre faute. Il ne faut plus que cela se reproduise. Par conséquent, recevez un meilleur enseignement des valeurs humaines de la part de vos proches, car c'est de là que tout découle, l'éducation. Qu'il soit modéré ou extrême, sachez que le racisme est une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même, disait Robert Sabatier. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chère victime, qui avait subi l'injustifiable, été blessée sans l'avoir mérité, trahie, bafouée ou réduite au silence, ne perdez pas votre lumière. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait, vous êtes ce que vous en ferez. Il est normal que la colère ou la tristesse vous traverse, que vous doutiez de vous, des autres, ou même du sens de tout ça. Vous vous êtes relevé une fois, 2, 3 fois. Et parfois c'est trop. Parfois le corps et le cœur crient « stop ». À ce stade, vous avez le droit de faire une pause. Et surtout, le droit de prendre soin de vous sans culpabilité. Il faut parfois se reconstruire morceau par morceau et accepter de ne pas être forte ou fort tout le temps. Votre esprit est embrouillé, vos repères fragiles et c'est compréhensible. Ne vous brusquez pas. Avancez à votre rythme, même si c'est lent, même si c'est flou. Le monde n'est pas contre vous, et ce qui vous est arrivé ne définit pas toute votre vie. Un traumatisme peut marquer, mais il ne vous efface pas. Un proverbe amérindien dit « Ce n'est pas la cicatrice qui fait la personne, c'est la façon dont elle la porte ». Vous avez le droit d'avoir mal, mais aussi le droit de guérir. De vivre sans avoir à tout justifier. De vous affranchir du regard des autres, et surtout du poids du passé. La douleur n'est pas un échec. Elle est la preuve que vous ressentez, que vous êtes vivante et que vous avez encore la force de chercher un sens à tout cela. Alors, chère victime, ne vous enfermez pas dans ce que vous avez subi. Ce n'est pas vous, ce n'est qu'un chapitre. Et même si vous devez le relire encore et encore, vous finirez par tourner la page. Un jour à la fois. Enfin, et surtout, rappelez-vous que ce n'est pas à vous de porter la faute. Votre dignité n'a jamais disparu. Elle s'est simplement dissimulée un moment. Redonnez-lui sa place. Bien à vous. Vous, pervers narcissique, qui usez d'emprise et de jeux psychologiques malsains pour contrôler, détruire et confondre vos victimes, ce que vous faites est non seulement destructeur, c'est criminel de l'âme. La perversion narcissique n'est pas une simple stratégie sociale. C'est une forme de violence psychologique froide, calculée, insidieuse. Que ce soit dans un couple, une famille, un lieu de travail ou tout autre lien social, vous mettez en place des mécanismes de domination subtile, culpabilisation, inversion des rôles, isolement, dévalorisation, avec pour but de vider l'autre de lui-même tout en gardant l'image du sauveur. Vous ne vous contentez pas de manipuler, vous jouez à être la victime pendant que vous écrasez l'autre, vous attirez, séduisez,
enlacés, pour mieux resserrer l'étau. Vous vous nourrissez de l'angoisse de l'autre, de son doute, de sa peur de mal faire. Vous êtes des illusionnistes de la tendresse, des architectes du chaos intérieur. Heureusement, votre masque finit par tomber. Car oui, même les plus grands stratèges finissent par répéter leur tour. Et un esprit éveillé apprend à les reconnaître. Il existe des antidotes à votre emprise. La lucidité, le contre-pouvoir, la fuite, la reconstruction. Et surtout, il existe des voix qui se lèvent. De plus en plus, il faut aussi le dire haut et fort, vous n'êtes pas toujours des individus isolés. Certains systèmes, certaines familles, certaines institutions abritent et protègent les pervers narcissiques, parfois sans même le savoir. Et dans cette ère d'images, les réseaux sociaux deviennent vos terrains de chasse, vos vitrines soigneusement polies. Mais derrière le vernis, il y a toujours la même mécanique de destruction. Souvenez-vous de ces mots de Malcolm X. Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Et vous, justement, vous êtes les oppresseurs déguisés en victimes. À bon entendeur. Chers célibataires, vous qui, pour une raison ou une autre, n'êtes actuellement engagés dans aucune relation amoureuse, vous méritez tout autant qu'on vous célèbre. Être célibataire ne signifie pas être incomplet. C'est une période de vie, parfois choisie, parfois subie, mais qui a sa valeur profonde, celle de la construction de soi, du recentrage, de la liberté et de la connaissance de ses propres besoins. Ce sentiment d'attachement amoureux que l'on célèbre tant, celui qui bouleverse, émerveille et donne le vertige. Vous l'avez peut-être connu, peut-être rêvé ou peut-être redouté. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour de soi, le vrai, celui qui ne dépend pas d'un regard extérieur, est tout aussi essentiel à notre épanouissement physique et émotionnel. Toute forme d'amour a le pouvoir de bouleverser une vie, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est justement pour cette raison que vous avez le droit, et même le devoir, d'être exigeant, lucide, patient. Ne vous laissez pas happer par la pression sociale qui glorifie les couples et invisibilise la richesse de ceux qui marchent seuls. Car oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et mieux vaut être entier qu'à moitié aimé. Cultivez ce lien précieux avec vous-même comme une rose rare. Arrosez-le avec patience, tendresse et exigence. Ne laissez personne percer votre tuyau intérieur, celui qui irrigue vos valeurs, vos limites, vos rêves. Vous verrez qu'un cœur bien entretenu attire naturellement ceux qui sauront en prendre soin. Comprendra qui voudra. Enfin, cher cœur solitaire, mais jamais vide, souvenez-vous de ces mots d'Alfred de Musset. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et parfois, on s'aime d'abord soi-même. Que votre célibat soit fertile, libre et lumineux. Bien à vous. Chers suiveurs, vous qui attendez que les choses soient visibles, concrètes, prouvées, avant de croire en elles ou de vous y investir, vous ne nous étonnez jamais. Vous marchez là où d'autres ont déjà ouvert la voie. Vous répétez les modèles établis, vous appliquez les méthodes validées et vous suivez les tendances une fois qu'elles sont devenues des évidences. Vous attendez qu'un projet réussisse pour y croire, qu'un chemin soit tracé pour l'emprunter et qu'un rêve soit devenu réalité pour le respecter. Certains diraient que vous manquez d'audace, d'autres diront que vous êtes prudent. Mais une chose est sûre, vous regardez rarement au-delà de l'horizon immédiat. Vous êtes rarement ceux qui prennent des risques. Vous observez, analysez, comparez, mais vous vous engagez souvent trop tard, là où d'autres avaient déjà osé, sans garantie. À la première difficulté, vous vous interrogez. Au moindre retard, vous doutez. Et face à l'incertitude, vous préférez reculer plutôt qu'avancer dans le brouillard. Il n'y a pas de honte à ne pas être un éclaireur, mais il est dommage de ne jamais essayer de le devenir, car à force d'attendre que tout soit clair, vous passez peut-être à côté de ce que vous auriez pu créer. Vous ne concevez pas l'œuf comme une promesse, mais comme un plat déjà prêt. Et souvent, c'est l'omelette que vous attendez, alors que l'aigle était encore en train de grandir. Bien à vous. Vous, gourou de l'informatique, depuis l'arrivée de la première bulle Internet, vous avez considérablement changé nos habitudes de consommation. Avec l'arrivée de la seconde bulle, vous avez consolidé cet effort. Désormais, aucun individu, aucune société ne peut se passer de vous. Vous êtes partout. En disant gourou de l'informatique, on s'adresse plus particulièrement aux GAFAM, sigle qui désigne Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, réputés pour dominer le marché du numérique. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller?
Qu'on réfléchisse bien, aujourd'hui, quand on veut savoir, on va sur Google et qu'on sort. Quand on aime la mobilité technologique, on achète chez Apple. Quand on veut des amis, on va sur Facebook. Quand on recherche quelque chose de précis, on regarde sur Amazon. Et enfin, quand on cherche à améliorer la performance de notre ordinateur, on compose forcément avec Microsoft. Avec toutes ces captations, nous passons plus de la moitié de notre temps sur la toile sur ces plateformes. Alors, la question se répète. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? On a tendance à penser que vous avez des motivations et des ambitions plus obscures que vous ne laissez paraître. Comme si votre but ultime à tous les 5 était de dominer ce monde et avoir une main mise dessus, tout en restant chacun dans sa spécialité. Mais pour quelle finalité en fin de compte? Est-ce juste une question de base de données, cherchant à toujours vouloir la croître, ou est-ce bien plus grave? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que certes nous avons des besoins et que vos services ont tendance à nous faciliter la vie, mais nous ne sommes pas non plus bêtes. S'il y a des personnes qui ne s'interrogent pas tant que ça sur vos réelles intentions, sachez que d'autres sont au contraire suspicieuses et avant-gardistes. Le temps finit toujours par nous rattraper, à bon entendeur. Vous, nonchalant, qui abordez la vie avec désinvolture, avec ce détachement que certains envient, mais qui, en réalité, peut devenir un frein, il est temps de sortir de cette indifférence passive. Le monde dans lequel nous vivons ne laisse que peu de place à l'oisiveté déguisée en sérénité. Certes, votre attitude semble paisible, mais elle devient inquiétante quand elle vous pousse à tout remettre au lendemain, à effleurer les choses sans jamais vraiment les saisir. Tout homme est né pour accomplir, pour construire, pour s'engager. À quoi bon avoir une existence si elle se contente de glisser sans marquer de traces? Avez-vous déjà pris un instant pour vous demander pourquoi vous agissez ainsi? Est-ce une peur de l'échec, une fatigue intérieure, un désintérêt profond pour ce qui vous entoure? Si oui, alors il est temps de prendre du recul. Observez-vous, interrogez-vous. Quelle est cette lassitude qui vous ralentit? Ce détachement vous protège-t-il vraiment ou vous éloigne-t-il de vous-même? Une fois que vous aurez mis le doigt sur ce qui vous freine, recentrez-vous. Choisissez un objectif, même simple, qui vous donne envie de bouger. Donnez-vous une direction car il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Et même si la mer est calme, le navire doit quand même avancer. Fixez-vous des caps modestes, mais tenez-les. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent la vie, ce sont les petits actes répétés, chaque jour, avec une intention claire. Cela dit, tout n'est pas à jeter dans la nonchalance. Il y a dans votre lenteur un luxe que beaucoup ont perdu, celui de prendre le temps. Mais ce temps, utilisez-le avec justesse. Apprenez à alterner entre tranquillité et intensité. Soyez des rêveurs qui agissent, pas des flâneurs qui s'éteignent. Vous avez une douceur qui peut devenir force. Mais encore faut-il décider de ne plus vous laisser porter uniquement par les courants. Décidez de nager, parfois à contre-courant, même si cela demande de l'effort, en espérant que votre élan naisse d'un simple sursaut, à bon entendeur. Vous, décomplexé, qui semblez parfaitement à l'aise dans votre peau, en toutes circonstances, qui affichez confiance, liberté de ton, audace d'être, je vous en prie, veillez à ne pas vous construire une image déformée de vous-même, dans l'excès inverse, que cette attitude soit née en réaction à un passé de jugement, ou qu'elle trouve sa source dans une société qui valorise l'impudeur et le choc. Rappelez-vous qu'il y a une différence subtile entre s'aimer et s'imposer, entre s'assumer et s'exhiber. Bien sûr, il est sain d'être décomplexé. La liberté d'être soi est une conquête précieuse. Mais elle n'efface pas la nécessité de se connaître, de se respecter, ni d'avoir une conscience du regard que l'on impose aux autres. Car parfois, à force de vouloir montrer qu'on n'a plus peur de rien, on finit par fuir le silence, fuir l'introspection et s'enfermer dans une forme de performance de soi. C'est là que l'on se perd. Autorisez-vous à ne pas toujours tout montrer, à ne pas toujours répondre, à ne pas toujours provoquer. Il y a une forme de beauté dans la retenue, un épanouissement profond dans la nuance et une vérité sincère dans ce que l'on garde pour soi. Quand vous vous regardez, voyez-vous au-delà du rôle, du message, de l'image que vous souhaitez transmettre. Voyez l'être, non le masque, en espérant que votre assurance reste toujours un socle et jamais une armure. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu.
Chers indépendants, qui aimez votre autonomie, votre liberté d'action et qui subvenez vous-même à vos besoins, sachez que vous êtes admirés. Vos qualités sont nombreuses, vous ne dépendez pas d'une autorité, vous n'êtes pas subordonné, vous refusez la soumission et la contrainte. En somme, vous désirez rester indépendant, ne dépendre de personne et d'aucune chose, et rester libre. Bien malheureusement, cela a un coût. Beaucoup d'entre vous confondent indépendance et individualisme. Dans ce monde, les individus sont souvent amenés à se serrer les coudes dans les moments difficiles, à se soutenir, à travailler en équipe et même lorsqu'ils désirent fonder un foyer ou juste se mettre en couple, à faire des concessions. À ce niveau, votre forte indépendance est perçue d'un mauvais œil. Prenons l'exemple de ces femmes qui se disent indépendantes, car il faut reconnaître que beaucoup de femmes se disent l'être pour justifier leur célibat. Ici, on ne parle pas au niveau financier, car avoir un homme dans sa vie n'empêche pas d'avoir une indépendance financière, si on le souhaite. Elles sont juste terrifiées à l'idée d'être dépendantes de l'être aimé. Logiquement, être dépendant de quelqu'un, c'est de ne pas pouvoir envisager de vivre sa vie sans cette personne. Or, celles-ci oublient que le fait d'être dépendantes de leurs hommes fait que ces derniers le sont aussi vis-à-vis d'elles. Comprenez donc que le problème vient d'ailleurs. En outre, être indépendant est bien seulement quand on impose des limites à cette indépendance et qu'on ne rentre pas dans l'individualisme. Bien à vous. Chers martyrs, vous qui avez subi des supplices ou une mise à mort pour une cause ou un idéal jugé juste par beaucoup de personnes ou en témoignage de votre foi, sachez que votre lutte n'aura pas été sans conséquences. De Saint-Étienne, lapidé à Jérusalem en l'an 47, aux premiers martyrs de l'époque romaine, des martyrs d'Égypte, aux millions d'individus des populations d'Afrique victimes de traite négrière durant des siècles, de la colonisation et du néocolonialisme, sans oublier les éclopés de la Shoah et tous les autres peuples et personnes opprimés, d'hier jusqu'à nos jours. À travers les époques, trop de gens, de peuples ont été persécutés. De votre vivant, vous vous êtes manifesté afin de réclamer ce qui doit, à juste titre, vous revenir de droit. Malheureusement, vos oppresseurs ne l'ont pas vu de cet œil, au point de vous réduire au silence éternel. Ce qu'ils ignorent par contre, c'est que certes on peut éliminer un homme, mais pas ses idées. Ainsi, c'est de cela que des révolutions naissent et voient le jour, partant de simples revendications et idéaux d'une personne ou d'un groupe d'individus, allant à l'encontre des élites d'une société. Chaque point de vue est différent selon un individu à l'autre. Ce qui fait que, pour certains, vous êtes considérés comme des martyrs, plaidant ainsi votre cause, tandis que pour d'autres, ils vous voient d'un air hostile et vous considèrent comme des trouble-fêtes. De ces points de vue qui divergent, difficile est de vous classifier de manière unanime dans une catégorie, celle des martyrs. Dans l'espoir que Dieu puisse vous rendre, si telle est, la justice que vous méritez. Bien à vous. Chers marginaux, vous qui vivez en marge des normes établies, que ce soit par choix ou par circonstance. Vous qui refusez les cases, qui dérangez parfois simplement parce que vous êtes libre, différent ou insaisissable. Sachez une chose, nous vous voyons et nous espérons sincèrement que vous ne soyez plus perçus comme des anomalies, mais comme les fragments précieux d'une humanité trop souvent uniformisée. Qu'on vous appelle marginaux, inadaptés, alternatifs, excentriques, asociaux, ou même déviants, selon ceux qui aiment nous ranger ce qui les dépasse dans des tiroirs étiquetés. Beaucoup de vos détracteurs affirment que vous avez choisi cette position, par provocation ou par faiblesse. Mais on doute fort que ce soit si simple. Si vous pouviez vivre pleinement, sans être jugé, rejeté ou mis à l'écart, vous le feriez sans hésiter. Ces jugements ne sont bien souvent que des excuses, des mots utilisés pour éviter de questionner le système. Une façon de détourner les yeux de l'injustice. Ce qui nous préoccupe, ce sont les inégalités que vous traversez, celles qu'on ne mesure pas dans les chiffres, celles qui se glissent dans le silence. La santé mentale mise de côté, l'accès à l'emploi, à la sécurité, à la reconnaissance. Et cette forme d'exclusion, plus sourde, mais tout aussi violente. Le regard froid dans la rue, les conversations qui se taisent quand vous entrez, les bras qui ne vous accueillent plus. Tout cela abîme, tout cela pèse, tout cela isole. Mais malgré tout ça, gardez la tête haute, tenez bon, car il y a, quelque part, une justice encore en mouvement. Même si ce n'est pas toujours ce que vous attendiez, même si ce n'est pas parfait,
Acceptez les mains sincères, celles qui ne cherchent pas à vous changer, mais à marcher à vos côtés, en espérant que vos voix, vos droits et vos visions du monde trouvent enfin l'écho qu'elles méritent. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Vous, conformistes, qui adhérez aux usages établis et respectez les traditions, je vous observe. Il est de votre droit de vouloir être celui qu'il convient d'être. Mais, trop souvent, certains d'entre vous, sous prétexte qu'ils suivent les modèles édictés par la majorité, méprisent ceux qui en dévient. C'est tout aussi injuste. Dans ce monde où le conformisme favorise l'intégration sociale, il est parfois tentant de rejeter ce qui dérange, ce qui ne rentre pas dans le cadre. L'anticonformisme vous fait peur, parfois vous agace, il vous semble étrange, provocateur, inutilement rebelle, il a même été qualifié de trouble dans certains milieux, à force de vouloir le réduire à une excentricité. On aura tout justifié. Alors, prenez un moment pour interroger ce que vous suivez, surtout si vous le faites par habitude, par peur de sortir du rang ou d'être jugé. Pour ceux d'entre vous qui consomment, sans plus se poser de questions, pendant que d'autres crient leur colère face à l'injustice, ouvrez l'oreille. De même, pour ceux qui entrent sans résistance dans chaque nouvelle norme numérique ou sociale, demandez-vous si cela vous correspond vraiment. Il y a des voix différentes autour de vous. Rien n'est plus noble que d'écouter celles et ceux qui vivent autrement, même si cela vous dérange. Ne doutez jamais de votre capacité à penser par vous-même. Vous êtes de ceux qui aiment l'ordre, la stabilité, l'acceptation. Mais il est sain de remettre en question ce que vous croyez universel. Osez parfois désobéir. Posez des questions. Défendez des idées qui ne viennent pas des standards. Apprenez à connaître vos limites et surtout, apprenez à écouter votre libre arbitre, pas uniquement le regard des autres. Ne restez pas figé. À bon entendeur. Vous, politiciens, que vous soyez maire, député, ministre ou président, vous avez entre vos mains une parcelle de pouvoir que le peuple vous a confiée. Votre rôle, pourtant si noble à l'origine, est trop souvent dévoyé. Car si vous avez l'influence, les ressources, les outils pour changer les choses, combien d'entre vous s'en souviennent vraiment? Combien de citoyens ont été déçus, trahis, humiliés par les choix de leurs représentants? Combien d'entre vous ont été happés par les jeux de pouvoir, les calculs électoraux, les promesses creuses? Beaucoup d'entre vous ont commencé avec des convictions fortes, un désir sincère de justice, de progrès, de mieux. Mais triste est de constater que ces convictions s'effacent souvent devant les privilèges, les honneurs, ou pire, le cynisme de l'habitude. Comme le disait Abraham Lincoln, presque tous les hommes peuvent faire face à l'adversité, mais si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui le pouvoir. Vous pouvez continuer à prononcer des discours, à faire semblant d'écouter. Vous pouvez maquiller les faits, détourner les chiffres, embrouiller les foules. Mais sachez que le peuple voit, le peuple sait, et tôt ou tard, le peuple agit. L'histoire l'a déjà prouvé, et la prouvera encore. Lorsque vous ressentez l'ivresse du pouvoir, rappelez-vous pourquoi vous avez voulu cette fonction. Si vos intentions sont justes, si vos combats sont sincères, alors retrouvez cette flamme du départ. Sinon, vous n'êtes que des gestionnaires d'ego, des illusionnistes en costume cravate. Un politicien sans intégrité finit par être isolé, rejeté, oublié. Et le peuple, même docile, n'oublie pas éternellement. Gouverner, ce n'est pas dominer. Gouverner, c'est servir. À bon entendeur. Chers esclaves d'aujourd'hui, même si l'esclavage a été aboli depuis longtemps, il n'a pas disparu. Il a juste changé de forme. Aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes vivent encore dans des conditions inhumaines, dans le silence, dans l'ombre. Et si vous en faites partie, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. On ne vous oublie pas. On sait que ce n'est pas un choix, que parfois c'est la misère, l'espoir d'une vie meilleure, ou la peur qui vous pousse à accepter l'inacceptable. L'esclavage moderne, c'est la traite des êtres humains, la servitude pour dette, le travail forcé, l'esclavage sexuel, les mariages forcés et le travail des enfants. Si vous traversez l'enfer, si vous pensez parfois à tout arrêter, tenez bon, la justice existe. Et si elle ne vient pas ici, elle vous attend ailleurs. Votre douleur est vue, votre combat compte. Des personnes, des associations, des combattants de l'ombre sont là pour vous. Et même s'ils sont peu nombreux, même s'ils ont peu de moyens, ils ne lâcheront jamais. Parce qu'ils savent une chose, chaque être humain est né libre et doit le rester.
N'oubliez jamais, Dieu est toujours du côté de ceux qui souffrent. Et quand une opportunité se présentera, même petite, même discrète, saisissez-la. La patience vient à bout de tout. Avec tout notre respect, bien à vous. Vous, fils de, qui êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, sachez que votre vision du monde qui vous entoure est erronée depuis votre naissance. À défaut de connaître de véritables injustices, vous avez passé la majeure partie de votre vie dans un cocon douillet, à vivre au crochet de papa et maman et à surfer sur leur renommée. Du coup, pour beaucoup, vous ne vous rendez pas compte de la valeur des choses, tant au niveau matériel qu'immatériel, et surtout de la valeur de la vie. Bercé dans un monde illusoire gangrené par vos caprices, ne perdez pas de vue que tout n'est pas rose dans ce monde. Malgré votre bonne étoile, vous finirez par la prendre tôt ou tard. Papa et maman ne seront pas toujours là pour vous accompagner et vous aider à régler tous vos soucis, surtout financiers. Dans une telle situation, il vous faut absolument devenir indépendant, c'est-à-dire voler de vos propres ailes, découvrir le monde extérieur. Pour ce faire, faites un tour du monde loin des strass et paillettes et côtoyez d'autres cultures. Cela vous permettra peut-être d'avoir les idées claires sur les dures réalités de ce monde, d'être pour le coup moins égoïste et d'éviter de ne penser qu'à votre personne. Évidemment, cela serait exagéré de tous vous considérer comme ça. Mais pour ceux qui s'y reconnaissent, il est nécessaire que vous rectifiez le tir. Il n'est jamais trop tard. À bon entendeur. Chers collègues, comment vous dire à quel point vous représentez beaucoup dans nos quotidiens professionnels? Vous avez été là dans les périodes de stress comme dans les moments de réussite, à échanger vos compétences, à prêter une oreille attentive et parfois même à partager bien plus que des missions. Un peu de votre humanité. Le collègue est le témoin discret de notre parcours professionnel. Et avant tout, un bon collègue n'est pas seulement celui qui vous aide à corriger une erreur, mais aussi celui qui fait en sorte que vous ne la commettiez pas. Que l'on se soit croisé à la machine à café ou que l'on collabore depuis des années, il arrive un moment où le lien dépasse le simple cadre du travail. Cette relation professionnelle, si précieuse, mérite qu'on en prenne soin, car, comme toute relation humaine, elle peut s'émousser avec le temps ou les tensions. Cela dit, si certains collègues nous motivent et nous tirent vers le haut, d'autres peuvent dissimuler un intérêt ou une rivalité. Travailler ensemble ne signifie pas toujours être sur la même longueur d'onde. Il est donc essentiel d'apprendre à distinguer le soutien sincère du calcul personnel et surtout de rester vigilant sans sombrer dans la méfiance systématique. Combien ont vu leurs efforts invisibilisés, leurs idées reprises ou leur travail discrédité par des personnes qu'ils considéraient comme des alliés? Et pourtant, c'est souvent dans ces moments de tension que la vraie nature des collègues se révèle, en bien ou en mal. Sans tomber dans la paranoïa, il est nécessaire d'avoir conscience que l'environnement professionnel est aussi un lieu où les ambitions se croisent et parfois s'entrechoquent. Mais n'oublions jamais que ce sont souvent les collègues avec qui l'on a ri, pleuré ou réussi ensemble qui laissent les souvenirs les plus marquants. Et puis, on ne crée pas de complicité de bureau à la veille d'un pot de départ. À nos collègues d'hier, d'aujourd'hui et de demain, bien à vous. Cher Modeste, vous qui ne recherchez ni la gloire, ni les honneurs, ni la reconnaissance sociale, mais qui avancez avec humilité, votre discrétion nous inspire. De nos jours, la modestie est souvent reléguée à l'arrière-plan, dans un monde où l'on valorise ceux qui s'exposent, qui se vendent, qui crient leur réussite. Et pourtant, votre manière d'agir, sans fanfare, sans tapage, mérite d'être saluée. Car si l'histoire a montré que l'ambition démesurée des uns a parfois causé le malheur des autres, la modestie, elle, a souvent œuvré dans l'ombre à réparer, à soutenir, à consoler. Une humilité saine, qui ne nie pas la valeur mais qui ne la clame pas, est un pilier de la sagesse humaine. Ainsi, les modestes dotés de cet esprit sont souvent ceux qui prennent leur place sans jamais l'imposer, qui construisent en silence, qui affrontent les épreuves avec calme et surmontent les obstacles sans chercher de spectateurs. Donc, si vous êtes de ceux qui minimisent tout ce qu'ils font, qui refusent les compliments ou qui doutent sans cesse de leur légitimité, il serait peut-être temps de voir les choses autrement. Votre modestie ne doit pas devenir invisibilité. Elle ne devrait pas être le masque de l'insécurité ou de la peur d'oser.
Elle n'a rien à voir avec la honte, ni avec le fait de s'effacer. À vous, il faut que vous sachiez que la modestie véritable ne nie pas la lumière. Elle choisit simplement de ne pas l'éblouir. Elle peut cohabiter avec la confiance. Elle peut porter de grandes choses sans bruit. C'est un équilibre précieux, une forme de justesse entre ce qu'on est et ce qu'on montre, en espérant que vous prendrez en considération ces mots. Bien à vous. Cher veuf, qui avez perdu ou venez de perdre votre bien-aimé, tout d'abord, veuillez accepter nos condoléances. Rien n'est plus difficile que de perdre un être cher, un être qu'on a tant aimé et chéri. La mort de son partenaire de vie est un traumatisme important qui est source pour le conjoint survivant d'un risque accru de dépression et de dégradation de la santé. La présence chaleureuse des proches, de la famille et éventuellement l'aide d'un psychologue pourrait augmenter la résilience. Mais un travail de deuil plus ou moins long est nécessaire. À cette image du veuvage affliction se trouve concurrencée par celle du veuvage libération. C'est-à-dire que si certains d'entre vous vivent difficilement cette épreuve, d'autres en sont soulagés. Non pas que le décès de leur partenaire ne les affecte pas, mais ils y voient là la fin d'un joug conjugal mal supporté. Les frustrations rencontrées lors de la vie conjugale se libèrent au moment du décès. Tous les veufs ne réagissent pas de la même façon, n'en voyez donc aucune honte. La période de deuil varie d'un veuf à l'autre. Mais tous devaient faire face aux bons ou mauvais souvenirs vécus avec le partenaire décédé et apprendre à les dompter. Tous devaient apprendre à trouver la bonne distance avec lui. Enfin, la chose la plus dure à réaliser, du moins pour beaucoup d'entre vous, est de cesser de mettre votre conjoint décédé sur un piédestal et de lui attribuer toute l'excellence. Croyez-le ou non, cela vous aidera énormément. Que le temps puisse guérir votre chagrin. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Vous, influenceurs, dont la visibilité, la portée et la notoriété s'étendent au-delà des écrans, vous bénéficiez d'un public fidèle et de l'attention constante des réseaux sociaux. Sachez donc en faire bon usage. Étant suivi par des milliers, parfois des millions, de personnes, il est de votre ressort de servir d'exemple. Triste est de constater que nombre d'entre vous se laissent séduire par le narcissisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, la mise en scène permanente et les caprices qui vont avec. Certains contenus deviennent des vitrines de superficialité, plus que des espaces d'inspiration. Vous devez d'incarner un modèle responsable pour ceux qui vous suivent. Être, en quelque sorte, des passeurs de sens, pas seulement des vendeurs d'images. Si beaucoup d'entre vous l'ont compris, d'autres préfèrent se mettre en scène de manière excessive, dans le seul but de faire parler d'eux. Que ce soit en bien ou en mal, tant qu'on parle d'eux, cela leur suffit. Cette façon de penser est regrettable. On retrouve ce travers chez une grande partie des influenceurs les plus médiatisés, qui prônent le culte des apparences et placent le profit en haut de toutes les priorités. Vous savez pourtant que le public est malléable, que les plus jeunes esprits sont influençables. En tant qu'influenceur, vous avez le pouvoir de façonner des regards, des habitudes, des comportements. Si vous tenez réellement à votre communauté, vous ne pouvez pas vous permettre de diffuser une image faussée ou toxique de vous-même. Si vous le faites, surtout de manière calculée, vous êtes, dans ce cas, irresponsable. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement des vitrines, vous êtes des voix, des modèles, des repères, où vous pourriez l'être. Il y a, dans chacun de vos gestes partagés, dans chacun de vos mots relayés, le pouvoir de faire grandir ou de déformer. Alors, avant de briller, posez-vous la seule question qui compte vraiment. Pour qui éclairez-vous ? La notoriété attire les projecteurs. La sagesse, elle, éclaire de l'intérieur. À bon entendeur. Cher anonyme, dont l'identité est inconnue par un grand nombre de personnes, vous faites parler de vous en diffusant des messages, en effectuant des bonnes œuvres ou en exposant votre talent de manière anonyme. Sachez que votre modestie est appréciable. Vous ne cherchez pas la gloire ni la renommée. Simplement, voyant comme l'être humain est par nature, vous préférez agir dans la discrétion et ainsi laisser libre cours à l'imagination des gens, afin qu'ils puissent donner l'appréciation la plus objective de ce qu'ils pensent, sans préjugés ni appréhension. Chose respectable. Une citation, d'ailleurs anonyme, résume assez bien votre mental. Je cite « Si j'ai choisi l'anonymat, c'est une manière de m'adresser plus directement à l'éventuel lecteur, le seul personnage ici qui m'intéresse. Puisque tu ne sais pas qui je suis, tu n'auras pas la tentation de chercher les raisons pour lesquelles je dis ce que tu lis. Laisse-toi aller à te dire tout simplement. C'est vrai, c'est faux. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Un point, c'est tout. » Fin de citation. En espérant que vous continuerez à susciter la curiosité auprès des gens
et surtout à leur faire réfléchir. Bien à vous.